Bonjour et bienvenue dans C'est meilleurs taux avec un point d'exclamation. C'est meilleurs taux, c'est le programme de la communauté meilleurs taux. J'adore ce mot, communauté meilleurs taux. On a une énorme communauté. Meilleurs taux, c'est 1 million, c'est que des millions. 1 million de demandes de crédit par an. 1 million de devis d'assurance par an. Alors c'est de l'auto, c'est de la santé, tout ce que vous pouvez imaginer, votre chien, votre chat. 1 million d'abonnés à nos fabuleuses newsletters. On a des newsletters meilleurs taux, on a des newsletters meilleurs taux de placement. Et on va en parler tout à l'heure, on a des newsletters Monevox. Je m'appelle Marc Fiorentino, je suis le cofondateur de Meilleurs Taux Placement. Alors ces Meilleurs Taux, c'est une émission dans laquelle on va essayer de vous dire tout sur les placements, les crédits, les assurances, vraiment tout. Et puis on va essayer de vous donner des conseils pratiques. C'est l'idée de l'émission, l'idée de ce programme, c'est de réunir en fait les experts du groupe pour essayer de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur tous les produits de crédit, de placement, d'assurance. Et nos experts vont avoir une mission et une seule. D'abord, d'être très simples à comprendre, parce que ce sont des sujets qui paraissent compliqués, mais en fait ils sont très simples, et aussi de nous dévoiler leurs tuyaux. Alors autour de moi aujourd'hui, Maëlle. Marc. C'est une star. Elle est à l'immobilier ce que Karine Le Marchand est à l'agriculture, ce qu'était notre regrettée Maïté à la cuisine, Kim Kardashian à la télé-réalité, Brigitte Bardot au cinéma français, ça vous va? Ça me va, pas mal. Vous avez eu des réactions la première émission? Non, avec... Maïté, heureusement j'ai un peu moins mangé. Et puis... non, c'était pas ça. Et Brigitte, je suis encore un peu plus jeune, mais voilà. Il aurait pu jouer dans le célèbre film Touche pas au Grisby. C'est le parrain de l'épargne dans le groupe. Stéphane de Kellen, vous êtes le directeur général de Meilleurs Taux Placement. Vous nous expliquez en 2 mots ce que fait Meilleurs Taux Placement? Meilleurs Taux Placement, bonjour Marc. Bonjour. Meilleurs Taux Placement s'occupe de gérer l'épargne de nos clients. On le fait du mieux possible, on le fait avec les meilleurs produits possibles, avec les meilleurs frais, les frais les plus bas possibles. Ceci au travers soit du digital, soit de nos équipes de conseillers et avec l'aide de nos équipes médias aussi, de la communauté de nos clients. Super, c'est clair. Alors c'est un peu le pompier du groupe. Quand tout flambe, elle accourt avec sa foulée de marathonienne, d'après ce qu'on m'a dit. J'ai eu des tuyaux. Oui, j'entends. J'ai des infos très personnelles. J'entends. Pour éteindre donc l'incendie de l'énergie, on lui a demandé de venir. Alors normal, puisqu'elle est responsable de l'énergie dans le groupe. Adeline Jubert, c'est quoi l'énergie dans le groupe Meilleurs Taux? Alors l'énergie, c'est une dizaine de partenaires aujourd'hui, de fournisseurs d'énergie avec lesquels on travaille et qu'on propose à nos clients Meilleurs Taux pour qu'ils puissent faire des économies sur leur facture d'énergie. Je crois que le sujet est brûlant en ce moment. Ah oui, c'est un énorme sujet. Tout vous êtes débordé? Oui, on a pas mal de choses à faire et surtout de clients à rassurer. Voilà. C'est l'homme qui vit, on l'a dit dans la première émission, d'ailleurs on l'a nommé, depuis il a été nommé, on a proposé ça, il est donc ministre du pouvoir d'achat depuis notre première émission, il vit pour la défense du budget des Français, c'est son combat quotidien à travers un site consulté par des millions de personnes, une newsletter que je lis religieusement tous les matins. Maxime Chipoy, vous êtes le président de Monevox, on l'avait dit à la première émission mais c'était déjà loin. Qu'est-ce que Monevox? Monevox, ouais, tout à fait Marc. Monevox, c'est un site d'information sur les finances personnelles et le budget. Donc on a des actualités tous les jours sur l'ensemble des fournisseurs des Français et des comparatifs pour permettre aux Français d'économiser sur leurs dépenses quotidiennes. Pour s'inscrire à la newsletter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'aller sur le site et c'est totalement gratuit. Et le désabonnement est facile aussi. Alors Maëlle, on va commencer par vous. Après tout ce que j'ai dit sur vous, je suis obligé de commencer par vous. La situation est un peu paradoxale. D'un côté, notre pouvoir d'achat immobilier augmente avec la baisse des taux. Là, vous êtes d'accord? Tout à fait. Jusque-là, j'ai bon. Jusque-là, c'est bon. De l'autre, il baisse avec la hausse des prix. Oui, c'est ça. Surtout qu'on vient d'avoir des statistiques. On a eu en fin d'année des statistiques sur l'envolée des prix. Ça dépend des endroits quand même. Okay. Il y a plusieurs enfin, France. même les villes moyennes, quand même. Oui, mais il y a plusieurs France, même dans les villes moyennes. Nous aussi, on a sorti nos stats sur 2021 et on se rend compte qu'effectivement, sur le pouvoir d'achat immobilier, il y a une grosse euphorie en 2020 avec effectivement des bouleversements, des gens qui ont déménagé de manière un peu folle, un peu vraiment une envie de bouger, et que 2021 finalement il y a un peu le retour à la raison. Ah bon? Oui, en mode. J'avais le sentiment qu'on était. En fait, il y a certaines villes qui ont continué de profiter. Alors je vais prendre des exemples. Là, Angers, Reims sont les villes qui sont complètement en train d'exploser. Et puis il y a des villes moyennes où ça s'est un petit peu calmé. Alors quand je dis calmé, ça veut dire que les prix sont un peu calmés et du coup le pouvoir d'achat immobilier est finalement à peu près équivalent à 2020.
Parce que il y a la réalité, hein, c'est-à-dire qu'arriver dire je veux partir, c'est bien, mais après il faut que son boss il dise ok pour le télétravail, il faut qu'il y ait l'école, il faut que madame puisse suivre ou monsieur Mais les puisse grandes suivre. villes, ça a continué à flamber. Alors les grandes villes, Bordeaux ça s'est un peu calmé, Nantes et Rennes est une ville par exemple ce sont en fait les villes qui rattrapent, celles qui étaient finalement assez basses, assez anormalement basses avant le Covid. Angers, Reims, en fait c'est des villes TGV, parce que maintenant on appelle de manière un peu chic les villes cathédrales, parce que c'est plus chic que les villes moyennes, c'est vrai c'est plus chic. Et vous avez effectivement toutes ces villes moyennes qui sont reliées par le TGV, qui ont des cathédrales, et le TGV. Et le TGV, parce qu'en fait on pourrait les appeler villes TGV, c'est cathédrale, c'est plus chic. Est-ce qu'on doit rire ou pleurer? C'est-à-dire la situation elle est bonne, est-ce qu'on doit être content parce qu'on se dit c'est génial, les taux sont bas donc on fonce, ou est-ce qu'on doit se plaindre parce que les prix sont élevés? Quelle est la situation et où est-ce qu'on en est sur les taux? Parce que c'est pas très clair, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'inflation, on parle de remontée de taux d'intérêt, on parle de la Banque centrale qui va éventuellement ou pas. Voilà. Sur les taux immobiliers au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Ça continue à baisser, on est au plus bas? Alors, il y a de la marge. on a eu une légère remontée en fin d'année. On a des banques qui clairement ne gagnent pas beaucoup d'argent sur le crédit immobilier, qui donc, ce ne serait pas étonnant qu'on ait encore quelques légères hausses dans le premier trimestre, mais attention, les banques, elles ont des objectifs crédit immobilier 2022 supérieurs à 2021. Ah ben, quand vous dites des objectifs pour les gens qui nous écoutent, elles doivent faire des dossiers de crédit immobilier et en fait, on va dire qu'elles ont peut-être fait 100 en 2021, mais en gros, elles doivent faire 110 en 2022. Donc, comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme dit ma grand-mère, si on remonte les taux, ne serait-ce qu'une femme de terrain, si on remonte les taux de 50 centimes, on perd des fournisseurs, on perd des gens qui peuvent accéder et on perd des clients. Donc vous nous dites que les banques sont très ouvertes à faire du crédit, parce qu'on a eu aussi des informations contradictoires. Alors, mais il y a des périodes, il y a des périodes, et puis... On dit, ah ben non, les banques, ça y est, elles ont eu tellement de crédits qu'elles n'en font plus, les taux remontent, les taux baissent. La situation donc, aujourd'hui les banques sont ouvertes. Les taux restent très bas, on est en dessous de 1,5%, il faut quand même se dire qu'on est quand même en dessous de 1,5%, alors vous connaissez ça mieux que moi, et vous l'expliqueriez mieux que moi, mais avec une inflation à 3, aujourd'hui quelqu'un qui emprunte même à 1,5 au lieu de 1,35 il y a 2 mois et demi, ils gagnent de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez fou. On n'a jamais connu ça. Non, moi, quand je suis pas très bonne en éco, et mon prof d'éco de terminale me le dirait, mais quand j'apprenais l'éco, quand j'apprenais l'éco, on me disait quand l'inflation repart, les taux repartent. Normalement, il y avait 2 trucs. Là, c'est plus le cas. Donc, aujourd'hui, les conditions immobilières, les taux sont très bas. On parlerait après des conditions d'octroi parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus, mais en tout cas, au niveau financier, les banques ne vont pas remonter les taux et on est toujours 1,5%. En 2008, quand il y a eu cette précédente crise très forte, qui est une crise financière, on avait des taux au-dessus de 5. D'accord. Là, ce n'était pas la même chose. Quand vous dites on en parlera après, vous comptez revenir... Parce que j'ai un petit coup de gueule sur la fin. D'accord. Donc les taux bas, il faut renégocier ou pas? Alors, qui doit renégocier? Si on était sur une autre planète et qu'on ne l'a pas fait, en fait, il faut avoir ton début de crédit. Pourquoi vous dites parce qu'en général, les gens, ils ont négocié en 16, 17, 18, ils ont fait. Mais, on ne sait jamais, il faut être dans le premier tiers de son prêt, avoir encore au moins 70 000 € à rembourser, mais on peut ne pas l'avoir fait parce que tout simplement on a fait un crédit à un moment donné, je sais pas, en 2015, 2016, ça allait très bien, puis en 2017 au moment où tout le monde renégociait, il y en avait un des deux qui était au chômage, donc c'est beaucoup moins facile de négocier, donc il faut le faire. En gros, si vous avez un taux d'écart, si vous avez un taux supérieur à 1,70, ça veut dire que vous devez renégocier. Ah oui? Ah oui, parce qu'aujourd'hui on est dans des fourchettes entre 0,70 et 1,30. Et ça vaut le coup, il n'y a pas de frais de frottement? Mais même les frais, ils sont absorbés, les gains moyens sur c'est important ce que vous dites, au-dessus d'un 70, on renégocie. Oui, parce qu'en plus, comme vous allez renégocier, vous allez réduire votre durée, parce que forcément, votre crédit, vous l'avez fait sur une durée, mais il y a moins de temps qui passe, donc vous allez gagner de l'argent. Et puis, encore une fois, regardez, on a des simulateurs sur meilleur taux, ça vous prend 3 minutes 30, et vous saurez si vous avez intérêt à le faire ou pas. Maëlle, juste, on en a parlé à la première émission, mais je voudrais quand même le rappeler, votre conseil sur l'assurance emprunteur, parce que ça aussi c'est important, vous nous avez dit lors de la première émission que c'était jusqu'à 50% du coût du crédit. Ça coûte plus cher que les intérêts aujourd'hui, c'est-à-dire que on peut changer maintenant. Et on peut changer, et on va pouvoir changer surtout maintenant, quand on le voudra, sans attendre la date anniversaire, sans attendre la réponse de la banque qui doit venir en temps voulu. Donc on va vers un progrès. Il faut vraiment que les gens qui nous écoutent se comprennent que emprunter à 1,15 au lieu de 1, c'est pas grave. En revanche, payer son assurance 0,35 au lieu de 0,10, c'est grave. Et ça coûte vraiment plus cher. Alors, Stéphane, on pense souvent, je rappelle que vous êtes le directeur général de Meilleur Taux Placement, on pense souvent à l'immobilier. Quand on parle de capital retraite, finalement, c'est de se dire, bon, voilà, un toit pour nos vieux jours.
Et c'est vrai qu'on ne parle pas de l'immobilier comme d'un placement. Quand on parle de la résidence principale, on n'en parle pas comme d'un placement. On se dit, bon voilà, ça c'est pour mes vieux jours, mais finalement c'est le principal placement retraite. Mais vous, aujourd'hui, vous nous dites, il y a eu une révolution, il y a eu un gros changement, et il y a un autre produit. Est-ce qu'un produit miracle? Non. Alors, il n'y a pas de produit miracle, mais il y a des nouveautés qui sont vraiment très intéressantes. Et effectivement, l'immobilier, c'est la première pierre, c'est la pierre angulaire de la préparation du patrimoine et donc de l'épargne long terme lorsqu'on passe à l'âge de la retraite, d'avoir son toit, sa maison de famille. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier placement retraite chez les Français? Oui, tout à fait, tout à fait. Et particulièrement en ce moment, lorsqu'on regarde les taux d'intérêt, il ne faut pas hésiter une seule seconde, il faut commencer par là. En revanche, ce n'est pas suffisant, parce que l'immobilier, c'est de l'actif immobilisé, et lorsqu'on part à la retraite, on est très content d'avoir un toit, c'est rassurant, mais en même temps, on a besoin de cash. Il faut bien acheter ses légumes, faire sa soupe et se nourrir tous les jours. Et donc pour ça, il faut des revenus. Vous avez une vision de la retraite qui est assez déprimante. Je suis très sûr. C'est pour ça que je continue. C'est pour ça que je continue à bosser, parce que je me dis franchement, si je vais passer mes journées à bouffer de la soupe, je vais plus avoir de dents. Je vois l'image, elle est horrible, j'ai envie de pleurer déjà. C'était un dessin, Marc. Alors, Vous voulez me faire partir? Non, restez là. On a besoin d'argent pour vivre, et l'immobilier, sauf si c'est de l'immobilier que vous achetez pour du rendement, c'est-à-dire du rendement locatif, ne vous rapporte pas de cash et vous en coûte un petit peu ce qu'il faut l'entretenir. Donc il faut préparer sa retraite aussi à ce niveau-là. Alors il y a l'épargne, la retraite traditionnelle, mais on sait qu'elles font comme neige au soleil, donc il faut anticiper. Quand vous dites la retraite traditionnelle, c'est la retraite par répartition, c'est-à-dire le système de retraite français dont on sait qu'il est voué en tout cas à diminuer, il ne va pas disparaître, mais voilà. On ne peut pas compter là-dessus. La rente que vous percevrez sera année après année moins importante, donc il faut anticiper et contrecarrer cet effet d'érosion. Et on peut le faire aujourd'hui, alors on pouvait le faire avant avec des outils retraite comme le PERP, le Madelin, mais qui avait comme principal inconvénient, c'est que l'argent était ce qu'on appelle aliéné, c'est-à-dire que vous ne pouviez sortir qu'en rente viagère et pas récupérer votre capital. Aujourd'hui, vous avez un produit qui s'appelle le PER, le plan d'épargne retraite, qui réunit tous les avantages de l'assurance vie et l'épargne retraite dans un seul produit. Et ce qu'il apporte de plus par rapport aux outils d'hier, c'est que vous pouvez sortir soit au moment de la prise, de votre départ à la retraite, soit un revenu, une rente, soit en capital. Et les gens préfèrent le capital, en fait, c'est ça. C'est ça qui a débloqué la situation, parce que c'est un carton, le PER, vous ne le dites pas, mais oui, c'est un carton. Mais c'est un carton total. On a dépassé les objectifs du gouvernement, mais de très loin. Oui, et on a même dépassé, sur cette période, le nombre d'ouvertures par rapport au nombre d'ouvertures de contrats d'assurance vie traditionnels. Donc c'est un vrai succès. Ah ouais, à ce point-là. Complètement. C'est-à-dire, on peut dire quand même que le PER, c'est peut-être la nouvelle assurance vie aussi? C'est complémentaire, mais dans une vision retraite, je veux des revenus pour mes vieux jours, c'est une vraie nouveauté parce que non seulement vous pouvez sortir en capital si vous le souhaitez, ça c'est important, mais pour le coup vous avez un impact fiscal immédiat, c'est-à-dire que vous pouvez réduire de votre assiette d'imposition une partie des montants que vous épargnez, donc c'est tout de suite du cashback fiscal. Et elle est en train de se poser la question. Ah non, mais moi je suis en plein dedans parce que je suis venu avec mais pourtant elle est très jeune, même quand on est très jeune comme elle, on peut aller sur ce type de produit. Oui, même à 25 ans. À mon avis, il va me demander quelque chose. Même à 25 ans, c'est intéressant le PER. Il n'y a pas d'âge pour préparer sa retraite et c'est vrai que la période qu'on a vécue avec ces différents confinements ont changé un peu le mindset l'état d'esprit des investisseurs et particulièrement des jeunes. Cette période d'incertitude, de crise, a fait que les juniors, on va dire, en termes d'investissement, commencent sérieusement à s'intéresser à la question de la retraite. Mon avenir, c'est quoi? Comment je le prépare? Et lorsqu'on regarde les chiffres... Quelle déprime, les jeunes commencent Est-ce qu'il y a une question de revenu? Est-ce qu'en gros, pour le PER, il y a une question de revenu? c'est moi le... je sais pas, moi ça m'intéresse beaucoup le sujet. Vous voulez venir j'adorerais. Est-ce qu'il y a une question de revenu? Est-ce que en gros, tout le monde... Parce que l'âge, ok, mais est-ce que tout le monde est concerné? Ou est-ce qu'il faut avoir un minimum de revenus Moi, je sais pas, demandez à lui. Alors, comme il y a un impact fiscal à l'entrée, plus vous êtes fiscalisé sur le revenu, plus votre réduction d'impôt va pouvoir être élevée. Donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont une TMI, une tranche marginale d'imposition supérieure à 30%. Si vous êtes sur la tranche marginale supérieure, 45%, c'est 45% de réduction d'impôt que vous allez avoir sur votre tranche marginale d'imposition que vous allez pouvoir avoir. Donc effectivement, les petits revenus, il y a d'autres outils, on va dire, pour préparer sa retraite. Et je parlais des jeunes, et donc de cette période anxiogène qu'on a vécue, qu'ils ont vécu, ils s'intéressent à leur retraite aujourd'hui. On a vu un rajeunissement du
de la population qui a ouvert ces dernières années les plans épargne retraite. Les 30-39 ans qui représentaient 17% des clients qui ouvraient les PER chez nous en 2020 sont passés à 22% en 2021. Donc c'est une progression très importante. La catégorie des 40-49 ans, c'est stable, et c'est la catégorie des plus de 50 ans qui a diminué en termes de nombre d'ouvertures, pas tellement parce qu'ils étaient moins nombreux en réel, mais parce que le nombre de trentenaires a pris le pas. Exactement. Donc c'est un produit à incitation fiscale. C'est un produit à incitation fiscale. On joue sur le différentiel de fiscalité, c'est ça, hein. Oui. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, nos revenus vont diminuer à la retraite. Donc, a priori, dans 95% des cas, oui, le taux d'imposition à la retraite sera moins important que le taux d'imposition aujourd'hui, si on est dans les tranches que vous avez décrites. Et donc, on gagne le différentiel, c'est ça? Plus le fait d'avoir une économie d'impôt qu'on peut placer. C'est exactement ça. Vous avez un effet immédiat de défiscalisation. Au moment où vous partez à la retraite, vous repasserez par la case impôt. Simplement, vos revenus seront plus faibles puisque vous serez à la retraite mécaniquement. Donc, vous aurez moins d'impôts. Donc, il y a un différentiel. Et en plus de cela, vous pouvez fractionner votre sortie en capital si vous le souhaitez pour justement amortir cet effet fiscal. Ouais, j'ai un petit bémol, moi, sur le PER. Je le savais, non, mais je voulais même pas lui passer. Ça fait depuis tout à l'heure qu'il fait comme ça avec son doigt, et je fais semblant de ne pas le voir. Je l'ai pas vu, mais qui est ce garçon qui s'agite? Allez-y. Je trépigne parce qu'on parle du carton du père. Et... Carton. Bah oui, c'est ce qu'on disait, que plein de paires étaient vendus en ce moment, et moi je me pose énormément de questions sur la qualité des paires qui sont vendus en ce moment. Enfin, c'est meilleur taux placement. Je parle pas forcément de meilleur taux placement, mais je parle en particulier des paires qui sont vendues dans les banques, puisqu'à mon avis, on va retrouver le même scandale sur les paires que sur les assurances vie, c'est-à-dire que je pense que la plupart des paires qui sont vendues aujourd'hui sont des paires qui sont poussées par les banquiers dans les agences et qui ne sont pas forcément des paires super intéressants, parce qu'on va retrouver les mêmes frais sur versement qu'on a sur les assurances vie des banques. Et là, on va retrouver encore des frais très élevés et une performance qui va être moins bonne. Mais il ne faut pas me spoiler mon coup de gueule. Hein. Attention. Défendez-vous, je l'ignorais, mais en tout cas, moi, j'attends. Mais d'ailleurs, mais je crois que Bruno Le Maire a dit quelque chose là-dessus, non? Il n'a pas dit qu'il fallait faire attention aux frais. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu des rapports sur le fait que les frais des premiers paires qui étaient sortis étaient trop élevés pour un produit qui est potentiellement à plusieurs décennies d'échéance. Alors, puisqu'on parle des banques, il y a un fossé, Maxime, c'est le paradoxe aussi, on en a parlé à la première émission, on s'est dit, mais pourquoi avec des taux d'assurance emprunteur élevés, les gens ne changent pas? Pourquoi avec des taux de fonds en euros plus mauvais, avec des produits moins bons et avec des frais d'entrée, les gens continuaient à racheter les mêmes produits qu'ils avaient des produits équivalents dans des meilleures conditions? Et sur les frais bancaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, on connaît les banques en ligne, c'est-à-dire qu'avant on pouvait se dire c'est un peu le Far West, je ne sais pas où est mon argent, oh là là, il n'y a pas d'agence, je vais tout perdre. Bon, on sait que c'est plus le cas, et pourtant il y a un fossé de frais bancaires, et ça vous énerve. Ouais, ça m'énerve beaucoup, et pourtant c'est pas encore mon coup de gueule, donc il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Quelqu'un il est très énervé. Mais lui il a que des coups de gueule, Maxime. Je sais pas pourquoi je lui demande un coup de gueule à la fin de l'émission. Ça se voit pas, mais non, effectivement, là on est en janvier, c'est la période des relevés annuels de frais bancaires, et donc nous chez Monevox on en a profité pour voir comment ça se passait au niveau des augmentations de tarifs. Alors la bonne nouvelle cette année, c'est que on a une inflation aux alentours de 3% de manière générale. Ouais. Au niveau des banques, sur les tarifs basiques du quotidien, on est plutôt aux alentours de 1%. C'est relativement une bonne nouvelle par rapport à des hausses qui étaient beaucoup plus fortes les années précédentes. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est que sur certaines opérations ponctuelles, par exemple un envoi de chéquier, un renvoi de code confidentiel si vous avez perdu le code de votre carte, là on est plutôt sur des inflations. Qui m'arrive à peu près tous les 3 jours. Voilà, et donc ça va vous coûter 5% plus cher cette année. Super. Et on peut avoir on peut avoir des choses qui ne sont pas forcément très cohérentes, puisque les banquiers passent leur temps à vouloir nous faire arrêter de faire des chèques. Mais parallèlement, sur le virement instantané, qui est une des manières de remplacer le chèque, on voit, et ce virement il a 1 ou 2 ans, c'est une techno qui est super jeune, qui était quasiment gratuite quand ça a été lancé, on voit déjà qu'ils sont en train de changer leurs tarifs. Auparavant c'était gratuit, maintenant c'est 1 euro en dessous de 1500, ça peut être 3 voire 5 euros au-dessus de 1500. C'est un carton d'ailleurs aussi. Ouais, ça marche super bien, ça marchait bien parce que c'était gratuit. Ouais. Donc du coup, quand vous allez payer 5 euros pour faire on attendra 3 jours. Oui, mais ou alors vous allez vous remettre à faire des frais, et là les banquiers vont se remettre à pleurer. Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? C'est quoi le conseil que vous donnez? Parce que je comprends que ça vous énerve, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La question à se poser est simple, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'une agence bancaire
La plupart des Français en fait sont contents d'avoir une agence à côté de chez eux. En fait, ils y vont jamais, ils y vont de moins en moins. Ils y vont de moins en moins. De moins en moins et quasiment jamais De maintenant. toute façon, elles sont fermées. Encore quasiment plus, tout le temps, donc. encore plus avec le Covid. Bon, on voit que les horaires des agences sont pas forcément super pratiques. On voit que le conseiller du quotidien, votre Déjà, même. conseiller, est en rendez-vous commercial toute la journée et que globalement, ça répond mieux dans les banques en ligne que dans les banques traditionnelles. Donc globalement, un Français qui trouve qu'il paye trop de frais bancaires, il doit se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'une agence? Et si j'ai pas besoin d'agence, je peux passer dans une banque en ligne et vous allez faire globalement 80% d'économies très rapidement. 80% Oui, d'économies, facilement, c'est le chiffre ou... Oui, c'est le chiffre. En moyenne, c'est 200 € de frais bancaires par an pour un Français. Dans une banque en ligne, c'est 10, 20, 30 € grand max pour un usage normal. Bon, et vous savez, on se dit, il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de cadeau comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a des frais qui sont moins importants? Est-ce qu'on y perd, à part le conseiller qu'on va jamais voir? Qu'est-ce qu'on perd? On perd bien quelque chose? Non, vous perdez pas grand-chose. En fait, vous faites tout vous-même. Donc, il faut effectivement être autonome au niveau des opérations bancaires sur Internet et sur votre application bancaire. Mais pour le reste, les horaires de joignabilité des conseillers sont beaucoup plus étendus. Dans une banque normale, c'est 9h-17h, on va dire. Dans la moindre des banques traditionnelles, c'est 8h-20h, y compris le samedi. D'accord. Ils sont joignables, ils sont globalement compétents, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, vous faites des comparatifs aussi sur Moneybox? Oui, tout à fait. On peut choisir. Il y a des différences entre les banques quand même, ou vous dites n'importe quelle banque en ligne? Je vous dis pas de donner un nom. Mais... Oui, bien sûr. Non, de manière générale, si vous êtes dans une banque traditionnelle, vous ferez des grosses économies en passant à une banque en ligne. Après, il peut y avoir des petites différences. Des petites différences. Ouais. Et rappelons quand même que les banques en ligne, elles sont toutes filiales de banques traditionnelles. Hein, quand vous donc en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'elles ont toutes derrière une maison mère qui est très importante. Dans le placement, on a à peu près la même situation quand même. Hein. Alors vous, chez Meilleur Taux Placement, vous essayez de faire en ligne avec le conseiller, c'est ça? Oui, c'est très important. Parce que, en fait, les clients, les investisseurs qui travaillent sur leur patrimoine, ils aspirent à deux choses. Être libre, c'est-à-dire j'ai envie de conseil, j'ai du conseil, j'ai envie qu'on me laisse tranquille et je me débrouille tout seul, donc on me laisse tranquille. D'accord. On estime que dans le parcours de vie d'un investisseur, il y a 2, 3, 4, 5 points de rendez-vous où le rendez-vous physique fait du sens. D'accord. Succession, vente d'entreprise, enfin je touche de l'argent. Là, il y a un moment donné où le client se dit... Vous dites qu'à ce moment-là, il a besoin d'un contact physique. Il a besoin d'un contact physique, il a besoin d'être rassuré. Exactement, il a besoin d'être rassuré. Il veut que Mel le hug, lui fasse un gros hug. Pas de conseil de placement. Oui, mais on peut vous appeler quand même. Oui, pour le hug. Pour le hug. Pour le hug. C'est ça. Vous avez... Parce que franchement, un hug de Stéphane... Non, mais j'ai rien dit. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que oui, c'est ça. Il y a des moments où on a besoin de. Vous avez 100 000, 200 000 euros parce que vous avez perçu de l'argent sur un héritage. Vous avez des problématiques de succession avec les enfants. Vous avez des problématiques de SCI familiale, investissement en immobilier versus assurance vie, les clauses bénéficiaires. C'est de la matière intellectuelle, c'est du conseil, et ça, nous, en tous les cas, chez Meilleur Taux Placement, on le propose via un réseau d'agences avec des équipes de conseillers. Mais avec des frais qui sont des frais, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de sur le produit, voilà, d'accord. Donc on peut combiner le système, parce qu'en fait, la différence, c'est que les banques, elles ont des réseaux très important. Énorme, ouais. En fait, il faudrait beaucoup moins d'agences. Bon, il y a un problème social évidemment, mais c'est le sens de l'histoire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Les réseaux bancaires ont déjà diminué en France, mais par exemple en France, ça a été 5-10% de baisse du nombre d'agences. Prenez un pays comme les Pays-Bas, c'était 35-40% d'agences en moins. Donc il y a encore beaucoup. Il y a une marge importante, et donc finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que tant qu'il y aura beaucoup d'agences, parce que vous, ce que vous avez, c'est peu d'agences, très regroupées, tant qu'il y aura beaucoup d'agences, on va en payer le prix. Et le jour où on sera dans un système un peu allégé, comme vous l'avez chez Meilleur Taux Placement, on pourra avoir à la fois, on espère, des frais bas et quand même un peu de conseils. On attend les baisses de tarifs, mais elles ne viennent pas encore. La grosse différence aussi, c'est que là, on a des spécialistes sur un marché, alors que le conseiller bancaire, il est devenu aujourd'hui multiproduit. On lui fait vendre du téléphone, de l'assurance habitation, du machin. Quand on va voir un spécialiste, on va le voir quand on veut voir un spécialiste. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui a signé la fin des trucs, c'est qu'on n'avait plus de spécialistes. Et, voilà. Il ne nous manquait plus que ça, la flambée des prix de l'énergie, franchement. Quelle galère, tout flambe. On ne peut même plus tout couper et chauffer au feu de bois.
parce que j'avais adopté ça, hein, car le bois lui aussi est devenu inaccessible. Est-ce que vous pouvez nous sauver, docteur? Avez-vous un remède, Lynn? Avec plaisir. Je vais très mal, je suis là j'ai pour ça. froid. J'ai froid et j'ai pas d'argent pour me chauffer. Effectivement, les prix de l'énergie flambent depuis la rentrée 2021 et c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, il y a une tendance qui se maintient avec des tarifs sur le marché qui sont encore très élevés. Donc moi j'ai effectivement quelques conseils déjà à donner aux clients. C'est votre métier, hein, c'est mon métier. C'est votre équipe, c'est ça son Exactement, boulot. Votre voilà. équipe, c'est de dire, voilà, moi j'ai des fournisseurs d'énergie, je veux changer. Exactement. Comme voilà. on a dit qu'on pouvait changer On a d'assurance des emprunteur, experts. des choses comme Voilà. ça. Voilà, c'est On a pareil. des experts Ok. qui sont disponibles pour accompagner les clients et changer de fournisseur, ou en tout cas trouver le fournisseur avec l'offre la plus adaptée à son profil de consommation. Parce qu'en Et- fait, on a des profils de consommation. Alors expliquez-nous ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clients habitent soit un appartement, soit une maison, ils sont 2, ils sont 4, ils sont 6, ils habitent à la campagne, ils habitent à la ville. Et en fonction de ça, on a des possibilités de contrats qui sont vraiment différents en fonction de la consommation. Donc ce qu'il faut déjà faire, c'est regarder son contrat actuel. La première chose à regarder, il faut savoir qu'un contrat d'énergie, dans votre facture tous les mois, vous payez un prix d'abonnement et le prix de votre consommation. Donc déjà, le prix de l'abonnement, il est lié à la puissance de votre compteur. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails un peu techniques, mais votre compteur... Si Ah vous non, avez un- c'est passionnant quand vous nous parlez de puissance de compteur. On est tous, hein. Non, mais- Vous avez vu comme on est. On écoute Non, mais tous. c'est des petites, On c'est écoute des tous régulièrement, petites choses que les religieusement. gens ne connaissent pas, mais Ouais. qui peuvent faire économiser une centaine d'euros De par trafiquer son an. compteur. Plus ça, alors on ne trafique pas le compteur, Ah d'accord. mais on regarde son J'avais mal compteur. compris. Si vous habitez, alors je vais prendre des extrêmes, si vous habitez un studio, 35 mètres carrés, vous avez un compteur de 12 kVA, Ça c'est Stéphane ça. voilà, Oui, évidemment. Parce qu'il est très jeune. vous vous faites avoir. Il faut passer à un compteur 3 voire 6 kVA. Et rien que ça, déjà, vous économisez à peu près une centaine d'euros par an. Ensuite, il faut regarder votre option de contrat. Est-ce que vous avez un contrat heure creuse heure pleine ou un contrat standard? Et il faut savoir aujourd'hui que les contrats heure creuse heure pleine coûtent souvent beaucoup plus cher, finalement. C'est un peu l'inverse de ce qu'on pense. Incroyable. Voilà. Spontanément. Parce qu'on consomme assez peu finalement pendant les heures creuses. Il faut consommer plus de 55% de son énergie pendant les heures creuses pour que ce soit vraiment rentable. Donc ça, pareil, il faut regarder. Et si c'est pas adapté, il faut changer. Et ça, c'est plusieurs centaines d'euros par an. Ça, c'est vraiment... C'est amusant, c'est intéressant parce qu'on retrouve des trucs du profil des épargnants un peu. C'est-à-dire Complètement. faire d'abord son profil Ouais, avant complètement. d'aller. Bon, ça, Ah oui, c'est- oui, il c'est faut amusant. vraiment regarder quel est le contrat déjà. On a un profil énergétique, c'est drôle ça. Exactement, voilà. Et après, il faut comparer les propositions de contrat. C'est Aujourd'hui, hilarant. il y a C'est une- incroyable. il y a une quarantaine de fournisseurs aujourd'hui sur le marché français. Les consommateurs déjà Il y a une savent quarantaine de assez peu. fournisseurs. Oui, oui. Bon, je pensais qu'il y Alors moi, je avait- travaille avec une dizaine d'entre eux, mais il y en a 40 disponibles aujourd'hui sur le marché. Et il faut savoir qu'il y a 70% des gens qui sont encore chez EDF. Voilà. Ok. Donc je ne sais pas qui chez vous est Moi. chez Moi. EDF. Voilà. Et ben écoutez, vous payez trop cher. Voilà. D'accord. C'est Donc- sûr. Ah oui, oui, oui. Vous pourriez passer chez moi après le. Bah, quand vous voulez. Je vous présente ma femme et pour regarder. Je me suis rattrapé tout de suite. Ouais, ouais. Parce que comme je sais que vous avez un mauvais esprit, comme je sais que vous avez un mauvais On te vient esprit, j'ai tout à dit l'heure. je vous donne un rendez-vous avec ma femme. En tout bien, tout bien. Non, non, mais par exemple, vous avez des contrats. Moi, j'ai découvert un fournisseur qui propose des contrats, par exemple, beau jour. Donc, par exemple, vous avez une résidence secondaire où vous allez peut-être que l'été ou peut-être que pendant des périodes ensoleillées, ben, vous avez des contrats adaptés. Vous avez des contrats, par exemple, soir et week-end. C'est-à-dire que vous travaillez, vous êtes à la maison uniquement le soir ou majoritairement le week-end et vous avez des contrats adaptés qui vous proposent des fortes économies. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes. Et ce que je veux vraiment rappeler, parce que les gens ne le savent pas, c'est que c'est beaucoup plus Vous simple de énervez pas, faites changer. ça du Maxime, je sais pas. Alors, c'est pas mon coup de gueule, j'y viendrai après. Concurrence. C'est très facile Il y a de de la changer. concurrence là, c'est énerve. C'est très facile de changer de fournisseur d'énergie. C'est beaucoup plus facile que de changer de fournisseur de télécom, de box internet. Il n'y a pas de frais de résiliation, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'intervention. C'est votre nouveau fournisseur qui s'occupe de résilier votre ancien fournisseur. Voilà, donc c'est en 20 minutes au téléphone avec un expert chez Meilleur-Taux par exemple, c'est fait. Donc vraiment, il faut y aller. Et après, il y a des bonnes pratiques pour essayer de diminuer sa consommation d'énergie, parce que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Oh, c'est Bien beau. dit, hein. Celle-là, vous l'avez Faut préparée. sauver Voilà, la je l'ai planète. préparé. Dites la celle-là. vérité, vous l'avez préparée Je l'ai celle-là. Il y a un Ce fourni- matin, elle était là. Voilà. Elle avait de l'énergie là. Exactement. Non, mais il y a des petits conseils que je donne souvent. C'est vrai que, par exemple, quand on charge son téléphone, on a toujours tendance à juste enlever le chargeur et à prendre son téléphone, mais laisser le chargeur sur la prise. Ça consomme. Quand vous faites chauffer votre eau, par exemple, avec votre bouilloire, il faut mettre juste la quantité d'eau dont vous avez besoin, parce que mettre l'intégralité de la Même bouilloire, ça bouillotte pour. ou la pour mettre- bouillotte, exactement. Non, le thé, moi je suis extrêmement concernée. donc, Voilà, exactement. Si vous faites réchauffer un plat, utilisez un micro-ondes, si vous avez un micro-ondes bien entendu, mais utilisez plutôt le micro-ondes que utiliser la plaque en vitrocéramique ou le gaz, c'est beaucoup plus énergivore. Si vous avez un ballon d'eau chaude, Ah, Maxime.
Ah, je ne savais pas pour, pour les plaques. Si vous avez un ballon d'eau chaude quand vous partez en vacances, dans son four. On l'éteint. vous l'éteignez parce que sinon il maintient la température. Et en plus il risque de dégâts de jeu derrière. Voilà, mais c'est surtout qu'il maintient la température et quand vous n'êtes pas là, ça sert à rien. Voilà, donc il y a plein de petites choses. Il y a quand même un petit blocage et qu'on se dit, bon, un peu comme on vous expliquait, c'est pas le Far West, mais on se dit, bon, voilà, on est peinard, on a EDF, on a machin. Il y a une sorte de réassurance c'est finalement. Ça. Voilà, complètement. Mais après, vous avez... Alors, je ne vais pas citer de nom parce que c'est pas l'objet, mais il y a des grandes enseignes qui ont pignon sur rue, qui font énormément de publicité. C'est ça qu'il faut dire. On n'est pas en train d'aller chercher. Non, si vous avez besoin d'être rassuré, d'avoir un conseiller au téléphone, d'avoir un service client au téléphone, vous avez des offres. Si vous êtes plutôt hyper à l'aise et que vous voulez un contrat plutôt full online, vous avez que un chat, vos factures dématérialisées, il y a des offres aussi. Donc en fonction de votre profil, encore une fois, c'est vraiment lié à votre façon de consommer. Vous trouverez une offre de toute façon moins chère que si vous êtes sur DF. Très bien, on fait défiler votre numéro de portable pour les gens qui veulent changer de... Donc ils peuvent vous appeler avec jour et nuit. Plaisir, voilà. Pour finir la séance coup de gueule, Maëlle, votre coup de gueule. Alors moi c'est le HCSF, alors c'est cette espèce d'organisme barbare qui est tenu par la Banque de France, par le gouvernement de la Banque de France et qui a donc érigé des règles depuis 2019, des règles sur le crédit immobilier, sur l'octroi du crédit immobilier. Alors sous couvert de protéger les Français contre eux-mêmes, c'est-à-dire à savoir de dire attention les banques ont trop prêté, les banques vous endettent, alors qu'on sait très bien tous que si les banques avaient trop prêté et trop endetté, on aurait déjà eu une catastrophe en 2020 puisque voilà. Qu'il y a encore 3-4 ans, quand on allait sur les plateaux de télé, on nous disait les banques prêtent qu'aux riches, et c'était d'ailleurs pas complètement faux. En tout cas, sous couvert de protéger les Français, on a dit aux banques qu'il faut réduire l'endettement des ménages, il faut bien choisir à qui vous allez prêter, il faut en gros que les gens aient plus d'apports, plus d'épargne, et donc on arrive à une situation qui va débuter là dans le dur, parce qu'en fait les banques ont beaucoup dérogé à ce qu'on leur avait demandé en 2020, et en 2021 on leur dit maintenant ce ne sont plus des recommandations, pardon 2022, c'est plus des recommandations, c'est des règles strictes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va mettre de côté des primo-accédants, parce qu'ils n'ont pas d'apport, pas d'épargne, pas d'argent, parce qu'ils ont peut-être un crédit encore à rembourser, et qu'ils ont un endettement qui est un peu au-dessus de 35, premièrement. Deuxièmement, on va dire à des investisseurs locatifs, peut-être qui ont encore un crédit sur leur résidence principale, il vous manque un peu, alors vous êtes catégorie moyenne, il vous manque un peu, donc non, tant pis pour vous, donc tant pis pour votre retraite. Et ce que moi je trouve assez injuste, c'est qu'à côté de ça, comme on a quand même des taux à 1%, tous les gens qui sont en gros très aisés et qui ont de l'épargne et beaucoup d'argent sur les comptes en banque, eux, ils vont pouvoir continuer à bénéficier de l'effet de levier et emprunter à 1% et à s'enrichir. Donc c'est ça qui me choque un peu dans ces recommandations, c'est que, dans ces règles, c'est que on va permettre aux riches de continuer de s'enrichir et on va dire aux catégories moyennes et aux plus jeunes, attendez, restez locataires parce que, attention, il ne faut pas trop vous endetter. Un vrai coup de gueule. Les frais, Marc. Stéphane. Je sais que c'est un sujet important. C'est un sujet qui énerve Maxime, donc allez-y. Allez-y, on est d'accord là-dessus. On va encore s'énerver tous les deux. Non, les frais, notamment sur le PER, il y a un autre acronyme, c'est le CCSF, donc le Conseil consultatif du secteur financier, qui a pointé récemment des frais qui étaient beaucoup trop élevés sur les PER. Alors vous avez les droits d'entrée, vous avez les frais d'arbitrage, vous avez les frais de gestion, les frais de gestion sous mandat. Je m'attarderai juste sur les frais de gestion des comptes des PER. Le chiffre, moi, il m'a fait tomber de ma chaise. Je ne vais pas le faire maintenant, mais vous êtes très émotif. Oui, surtout sur ce sujet-là. Okay. Est-ce que vous avez, Marc, une idée du taux moyen des frais de gestion sur les PER? Vous savez que je n'ai pas d'idée. C'est le principe même. 2,75 par an. Ah oui, d'accord. C'est énorme. Énorme, oui, surtout avec des taux sans risque, qui exactement. Sont à zéro ou presque. Alors que vous avez les produits sur le marché, notamment sur les acteurs en ligne, qui sont des produits de qualité au moins égale à ceux que vous pouvez trouver dans les grands établissements financiers. C'est ça qui est important, il faut le répéter, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'assurance emprunteur, sur l'énergie, c'est-à-dire on ne se lance pas dans l'aventure sur la banque en ligne, Ce sont des produits qui sont même souvent meilleurs, parce que plus fluides, parce que mieux construits, plus récents, avec des sous-jacents qui sont beaucoup plus diversifiés, je pense notamment à l'immobilier papier ou ce genre de choses, et vous avez pas droit d'entrée. Non, vous êtes d'accord pour dire, parce que les gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas la capacité à... Les choses d'argent, c'est un peu compliqué. Je veux dire, l'idée, c'est déjà, il y a un truc qui est non négociable, c'est pas de frais d'entrée. Exactement. Est-ce qu'on peut dire ça déjà? Parce qu'aller comparer des taux de gestion, ça devient plus compliqué. Mais déjà, on peut dire que frais sur versement... Frais sur versement et frais d'entrée, zéro. Ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Adeline, quel est votre coup de gueule?
Alors mon coup de gueule concerne effectivement le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Ça peut sembler être un gros mot. On en a beaucoup parlé. Voilà, à l'automne, le gouvernement a décidé de bloquer la hausse des tarifs de l'énergie en prenant la décision de n'augmenter que de 4% le tarif de l'électricité au mois d'avril prochain et de prendre en charge finalement le différentiel. Alors pour moi, il y a un côté très poudre aux yeux et se rentrer dans des débats politiques, mais c'est très lié à la période électorale dans laquelle on rentre. Non. Voilà. Non. Donc ça, c'est mon... Quel mauvais esprit. C'est de la poudre aux yeux, tout simplement parce que c'est finalement le contribuable qui va devoir payer la note à la fin, hein, parce que il parlait de 10% d'écart qui allait être pris en charge par le gouvernement. On est plutôt autour de 20% aujourd'hui et ça peut encore grimper. Donc finalement, c'est vous et moi qui allons payer ce différentiel. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point qui me touche un peu plus finalement, parce que moi je suis en contact avec les fournisseurs, ce qu'on appelle les fournisseurs alternatifs, donc ceux qui font le marché. Eux, ils morflent parce qu'en fait, eux, ils achètent l'énergie au prix fort en ce moment et ils ne peuvent pas le revendre à un prix plus élevé. Et donc du coup, ils perdent énormément d'argent sur les clients qu'ils ont aujourd'hui. Il y en a certains déjà qui ont mis la clé sous la porte, il y en a d'autres qui sont vraiment fragilisés. Et je trouve que dans une économie de marché où finalement la concurrence a des vertus, et notamment d'apporter de l'innovation, tous ces fournisseurs alternatifs, ils ont apporté des offres un peu innovantes, on en parlait tout à l'heure, mais avec notamment des suivis, des accompagnements de consommation pour les clients via des applis, via des widgets. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées grâce à eux. Et demain, avec ce mécanique-là, le marché va être un peu plus tendu et ça va être compliqué pour eux. Donc c'est mon coup de gueule. Maxime, peut-être que pour lui, comme tout le monde, il fait des coups de gueule tout le temps, lui, il faudrait faire au contraire un truc, un coup de chapeau. Un coup de chapeau. Un coup de chapeau pour tout le monde, c'est le coup de gueule, pour lui, c'est le coup de chapeau. Bon, allez, pour cette fois encore, un coup de gueule. Un petit coup de gueule très général et presque philosophique, puisque c'est une mauvaise habitude très française à laquelle on s'est beaucoup habitué. C'est l'écart qu'il peut y avoir, le grand écart qu'il peut y avoir entre les conditions de souscription d'un produit et les conditions de résiliation d'un produit. En fait, quand vous regardez sur l'ensemble de vos fournisseurs du quotidien, vous allez voir que vous pouvez souscrire en un clic, mais que par contre, pour résilier, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça concerne vraiment tous les produits. On ne parle pas que de produits financiers, on parle d'un abonnement de journal ou d'un fournisseur d'accès télévisuel, par exemple. Et vraiment, Netflix. Et alors, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas un parallélisme des formes. Normalement, si on doit pouvoir souscrire en un clic, on doit pouvoir résilier en un clic. Le process devrait être le même. Et c'est là qu'on voit, on passe notre temps à crier et à dénoncer les GAFAM, Netflix, Google et compagnie, Amazon et compagnie, mais au moins ils ont un grand mérite, c'est que si vous n'aimez pas Netflix, vous pouvez vous désinscrire en un clic. C'est loin d'être le cas de Canal+, par exemple, qui depuis des années est en bisbille avec les associations de consommateurs parce que ces conditions de résiliation sont hyper compliquées. Bon, à cause de Maxime, je ne vais plus avoir accès à Canal ce soir pour voir ma série. Donc j'ai plus rien à foutre. Moi, comme je passe mes nuits à regarder des séries. Avec la soupe de Stéphane. Bon, c'est la grosse déprime. Et en plus, j'ai pas de quoi me chauffer, donc c'est l'enfer. Voilà, bon, vous avez passé un bon moment. Excellent. Meilleur taux, c'est fini. On se retrouve, c'est fini jusqu'à la prochaine fois. À bientôt, donc, la communauté Meilleur Taux. Et très bientôt, vous pourrez nous envoyer vos questions et on y répondra quasiment en direct.